Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 28 février 2021. Facebook, toujours plus de censure. Intervention du patriote africain, le président Bandakani. Patriote US, la journée du président. Et pour finir, intervention du patriote français Jérôme Rivière au CIPAC 2021 où le président Trump s'adressera à la nation pour la première fois depuis sa sortie de Washington DC pour la Floride, USA. Commençons tout de suite avec les brèves. Citoyen TV suspendu par Facebook depuis 4 semaines. Ce n'est pas tolérable que sur notre territoire, ces plateformes privées étrangères se retrouvent de facto arbitres du débat démocratique. Ils montrent leur vrai visage, les GAFAM des structures dictatoriales, promoteurs de la pensée unique. La question est posée. Ils sont des millions à être censurés, du président Trump en passant par Jordan Bardella, député français au Parlement européen, vice-président du Rassemblement national, qui sont aussi victimes de la dictature de la pensée unique des GAFAM. Citoyen TV suit The Epoch Time Paris, France, un des médias de la liberté. France, Gironde, une habitante de Loupiac se retrouve avec un compteur Linky installé à son insu pendant son absence. Elle porte plainte contre Enedis. Au Niger, au moins 2 personnes, dont un garde national, ont été tuées et 468 autres ont été interpellées dans les troubles qui ont suivi la proclamation des résultats provisoires globaux du second tour de la présidentielle, a déclaré jeudi à Niamey le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité, Alkash Alarada. Burkina Faso, le gouvernement burkinabé espère l'ouverture d'une ambassade du Gabon au Burkina Faso, selon un communiqué de la présidence du Burkina Faso rendu public vendredi. La mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, et les troupes somaliennes ont attaqué plusieurs endroits utilisés comme cache par des groupes de militants Chebab dans la région sud, a déclaré un responsable. Et pour finir avec les brèves, le vice-président d'Amazon, Andrew Devore, démissionne brusquement du conseil d'administration de l'American Constitution Society, une organisation juridique visant à promouvoir les politiques publiques progressistes. Tout de suite, Facebook, toujours plus de censure. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a réagi de manière agressive face à l'Australie, en représailles à sa récente loi exigeant que Facebook paye pour le contenu des nouvelles australiennes publiées sur sa plateforme. Facebook a complètement censuré les informations publiées par tous les organes de presse australiens, entraînant une réduction d'au moins 13% du trafic sur le site web. Ces représailles contre un pays en particulier ont soulevé le mécontentement de nombreux gouvernements du monde entier. Au 20 février, 15 pays au total, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et la Pologne, étaient prêts à présenter de nouveaux projets de loi pour réglementer le fonctionnement de Facebook. Le gouvernement polonais prépare un projet de loi visant à imposer une amende allant jusqu'à 13 millions de dollars pour chaque publication supprimée par Facebook à des fins politiques. Facebook a ressenti la pression du public et a commencé à négocier avec les agences d'information australiennes, tentant de lever son interdiction précédente contre les nouvelles australiennes. Mais la correction arrive peut-être trop tard. Facebook perd de nombreux abonnés à cause de son attitude. Dans ce contexte de censure généralisée sur le discours conservateur, Trump a récemment déclaré à des amis qu'il avait collecté des centaines de millions de dollars pour soutenir une nouvelle entreprise de médias sociaux. 2 sources proches de Trump ont déclaré que les investisseurs incluaient des personnalités de la Silicon Valley. Elles sont motivées par la peur de la censure grandissante et de la cancel culture. Ces informations sont apparues alors que Trump entame une nouvelle phase de sa post-présidence. Trump a déclaré lors d'une interview à Newsmax « Nous avons négocié avec plusieurs sites et nous ferons bientôt une grande annonce. Nous examinons également les possibilités de créer notre propre plateforme dans un avenir proche. » Tout de suite, intervention du patriote africain, le président Bandakani. Monsieur Ngoz, je vous ai promis hier de revenir ce matin sur un sujet. Vous m'avez donné le privilège de le faire. C'est la censure sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les GAFAM se sont octroyés un pouvoir extraordinaire sur l'humanité et les gens regardent. Et de manière particulière, en Afrique,
Et regardez le comportement des Africains, des démocrates africains. C'est-à-dire que les GAFAM se sont attaqués à la liberté d'expression, qui nous a été présentée depuis des années comme étant une des libertés les plus sacrées. L'Occident, les chefs d'État européens, les ONG européennes, bref, tout l'armada occidentale, à chaque fois qu'une mouche volait en Afrique et qu'on tapait sur cette mouche-là, n'est-ce pas, les présidents étaient massacrés. Tout le monde se levait, les ONG étaient pour dire que non, c'est la dictature, c'est inacceptable. Des libertés aussi élémentaires comme celle de la liberté d'expression ne peuvent pas être menacées par le comportement des dictateurs. Mais il y avait un tollé universel. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Des GAFAM se sont octroyés le droit de décider ce que vous et moi on doit dire. C'est-à-dire que ce truc-là qu'on appelle Zuckerberg et les autres, c'est-à-dire que, c'est pas si vous imaginez ça, c'est-à-dire que quelqu'un comme Zuckerberg et tous ces gens-là, comme prétendent être les patrons des médias sociaux, je sais pas, de Twitter, Facebook, YouTube, ces gens-là, mais vous imaginez que leurs patrons ont le droit de décider à notre place ce qu'on doit dire, monsieur Ngoz? Alors, ça a des conséquences qu'il faut expliquer. D'abord, ça a des conséquences politiques. Comment des médias sociaux peuvent-ils se substituer à nos États qui ont garanti ma liberté d'expression, M. Ngoz? L'État du Cameroun, par exemple, m'a garanti la liberté d'expression. C'est dans le préambule de la Constitution, ça fait partie des libertés fondamentales. Écoutez bien, mais comment se fait-il donc que par quel manège, n'est-ce pas, les GAFAM, c'est-à-dire que me privent de ma liberté d'expression. Vous savez que nous sommes parmi les plus censurés maintenant sur Internet. Je ne sais pas si vous le savez. Hein. Nous sommes les plus censurés aujourd'hui. Les plus censurés pratiquement sur Internet aujourd'hui. Ils ont des algorithmes qui font que... des mots-clés, dès qu'il y a des mots-clés. Pendant que vous parlez même... On met la chanson. Votre voix ne sort pas. On vous voit parler même, vous dites, mais quand un autre co-panéliste qui est avec vous sur le même plateau parle, il n'est pas censuré. Ils sont jusqu'à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la signification majeure pour nous. Est-ce que les GAFAM peuvent se substituer à l'État qui a garanti ma liberté d'expression? Maintenant qu'on a ma liberté d'expression, je m'adresse à qui? Que fait l'État du Cameroun, par exemple, pour garantir ma liberté d'expression? C'est un débat important, parce que là, ça devient un sujet de droit constitutionnel. Alors, et là, ça a des conséquences, M. Ngoz. Est-ce que les GAFAM sont devenus un super État au-dessus des États-nations que nous connaissons? Qu'on le dise ouvertement aux citoyens. Parce que personne ne lit ce voyou. Qui connaît Zuckerberg ici en Afrique? Est-ce qu'on lit ces gens-là? Ils ont quel mandat de qui? Mais au nom de quoi ces gens peuvent faire la censure? Sont-ils maintenant supérieurs aux États-nations? Il faut qu'on le dise, M. Ngoz. Alors, M. Ngoz, mais où est la société civile? Où est la société civile? Le clergé. Où est l'Amnesty International? Où est Human Rights Watch? Où est le REDAC? Où est un monde, un avenir, ou un monde sans avenir? Où sont où? Voilà des gens qui, dès que, en Afrique, leur patron occidental décide que ça c'est un dictateur qui a violé les droits, tous ces gens se lèvent. Mais où sont-ils? Il y a un problème. Où sont les opinions publiques africaines, M. Ngoz, si promptes à traquer les violations des droits de l'homme par les dictateurs africains? Mais où est cette opinion publique africaine? Elle est où? Devant la censure. Elle est où? Où est le clergé? Si prompte à défendre les droits de l'homme. Voilà qu'on est en train de censurer. Où sont-ils? Mais maintenant, M. Ngoz, est-ce que les gens mesurent les conséquences qui se préparent? Parce que quand demain, un État africain va censurer, va violer les droits de l'homme, vous allez dire quoi? Dites-moi au nom de quoi désormais des ONG peuvent donner des leçons, peuvent interpeller les États africains quand ils se taisent devant les pouvoirs exorbitants, les pouvoirs totalitaires, que se sont octroyés des gens qui n'ont aucun mandat, des voyous. Ce sont des voyous. Ils s'inventent de voyous. Au nom de quoi ces gens-là nous privent de liberté fondamentale, et les démocrates africains qui sont si vigilants en matière de nos droits démocratiques se taisent, on ne dit rien. Quand au Cameroun, par exemple, l'État va censurer, au nom de quoi peut-on s'opposer à cet État-là? Au nom de quoi? Au nom de quoi vous allez vous opposer aux États qui vont décider de censurer? Parce qu'il y a là une dérive de restauration autoritaire et même de la terreur d'État que les gens qui se profilent là, il y a là un boulevard qu'on est en train d'ouvrir aux États
Quand demain les États africains vont s'y engouffrer, mais que le clergé, se taise. Parce que maintenant, ils ne disent rien quand on censure. Mais qui est Zuckerberg? Qui sont les GAFAM pour s'attaquer à nos libertés d'expression? Pour nous dire ce qu'on va dire, monsieur Goss. Ils sont qui? Ils ont le mandat de qui? C'était mon coup de gueule ce matin. Merci beaucoup, président Badakani, pour votre coup de gueule. Albert Anatoly. Tout de suite, Patriote US, la journée du président. Commençons par la journée des présidents. Vous savez, ce jour férié fédéral qui a lieu le 3e lundi de février aux États-Unis, que s'est-il passé cette année à cette date? Joe Biden est celui qui vit apparemment à la Maison-Blanche maintenant. Cependant, la personne qui a appelé et salué les chefs d'État étrangers le 15 février, le jour des présidents, était la vice-présidente de Biden, Kamala Harris. Biden, quant à lui, jouait avec sa petite fille. Je ne ferai pas de commentaires, cela en dit long. Le lendemain, le soir du 16 février, lorsque Biden a pris la parole lors d'un CNN Town Hall Meeting dans le Wisconsin, il a déclaré qu'il se réveillait chaque matin sans savoir où il était. Le même jour, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu'il était peu probable que le président Biden accueille des dirigeants étrangers à la Maison-Blanche pendant plusieurs mois. Imaginez, s'il demandait aux invités « Où sommes-nous ?», ou s'il pensait se trouver chez des invités. Ils ont donc eu raison de ne pas le laisser rencontrer les invités. La véritable célébration de la journée des présidents a eu lieu en Floride. Regardez ce qui s'est passé lorsque le véhicule du président Trump est passé ce jour-là. Ainsi, chacun porte son propre président dans son cœur. Et qu'en est-il de Harris, qui appelle et communique avec des chefs d'État étrangers à la place du président? Est-elle appréciée? Il y a sans doute des gens qui l'apprécient, mais le 19 février, quand elle est rentrée chez elle en Californie, elle a été accueillie par 2 personnes. Oui, vous avez bien entendu, 2 personnes. Certains disent que le président Trump sera très bientôt de retour. Je l'espère évidemment. Mais j'ai aussi une autre vision des choses maintenant. J'ai fait quelques lectures ces dernières semaines, notamment un article sur l'un des pères fondateurs de l'Amérique, George Washington. Il a eu une vision prémonitoire sur l'Amérique, une vision sur les plus grandes tribulations que rencontrerait son pays. Dans cette vision, une voix que Washington appelait l'esprit de l'Amérique lui disait que l'Amérique allait devoir faire face à 3 périls à la fin de chaque siècle. Le premier était la Révolution américaine, le deuxième était la guerre civile américaine, et le troisième péril, le plus redoutable sans doute, est celui auquel nous devons accorder une attention particulière aujourd'hui. L'Esprit a dit « Fils de la République, regarde et apprends ». Et prenant l'eau de l'océan, il la répandit sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique. De chacun de ces pays naquirent d'épais nuages noirs qui se réunirent en un seul. Dans toute cette masse, une lumière rouge foncée brillait. Je vis des hordes d'hommes armés qui marchaient sur terre et naviguaient par mer vers l'Amérique. J'ai vaguement vu ces vastes armées dévaster tout notre pays. Cette histoire a été racontée par un de ces soldats, Anthony Sherman, mais n'a jamais été confirmée ou démentie par Washington. L'histoire a été rendue publique en 1861 lorsque Sherman l'a racontée au magazine The Guardian. Nous sommes maintenant à un moment critique. Nous vivons une bataille entre le bien et le mal, sans fumée, mais plus large que n'importe quelle guerre brutale. Une guerre entre nos valeurs traditionnelles et l'idéologie du communisme, enveloppée dans les pièges du libéralisme et du progressisme. C'est une bataille beaucoup plus dure, plus difficile. Nous savons que la guerre d'indépendance a duré 8 ans. Et la guerre civile, 4 ans. Alors pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que cette guerre, qui est plus dure et plus étendue, se termine en quelques mois? Il serait certainement préférable qu'elle se termine dans quelques mois. J'attends certainement ce jour avec impatience, comme nous tous. Mais mes pensées sont maintenant plus calmes qu'auparavant. Rome n'a pas été construite en un jour. Le grand César s'est battu pendant 8 ans pour construire l'Empire romain. La grande Amérique a aussi besoin que chacun d'entre nous, les patriotes, nous nous battions pour elle et fassions tout notre possible pour qu'elle soit grande à nouveau. Great again. Le secret de la réussite du président Trump est ne jamais abandonner. Never give up. C'est aussi la croyance à laquelle nous devons nous accrocher. N'abandonner jamais. Cela dit, je ne m'attarde plus sur la question de savoir si le président Trump prendra des mesures à un moment donné. Je me soucie toujours de ses allées et venues, bien sûr, mais je ne m'inquiète pas de savoir pourquoi il n'a pas pris telle ou telle mesure.
s'il va réaliser un plan directeur et renverser la situation d'un seul coup, comme dans les différents films hollywoodiens où le héros expérimente toujours un miracle de dernière minute. Mais l'une des raisons pour lesquelles les films sont si attrayants est qu'il est très peu probable qu'ils se produisent dans la réalité. J'y pense maintenant d'une manière différente. Par exemple, si le président Trump avait pris certaines mesures avant le 20 janvier, quel en aurait été le résultat ? Le président Trump continuerait à vivre à la Maison-Blanche, mais il serait probablement accusé d'être un dictateur. N'est-ce pas ce que les médias de gauche lui reprochent depuis 4 ans ? Oui, beaucoup d'Américains ne font pas confiance aux grands médias, mais il y en a beaucoup qui y croient encore. Surtout dans d'autres pays, notamment en Europe, où la grande majorité de la population n'approuve pas le président Trump. Les gens comptent encore trop sur les grands médias pour s'informer. Lorsque Big Media et Big Tech s'associent pour faire de la diffamation, il est difficile pour la plupart des gens d'avoir accès à de vraies informations. Les médias conservateurs sont peu nombreux. Ils ne sont pas aussi influents que les médias de gauche. Oui, il y a bien quelques chaînes sur YouTube qui expriment des voix alternatives, mais à cause de la barrière de la langue, de la censure aussi, les personnes non anglophones ne peuvent pas comprendre facilement ce qui se passe réellement aux États-Unis. Et pour finir, intervention du patriote français Jérôme Rivière au CIPAC 2021 où le président Trump s'adressera à la nation pour la première fois depuis sa sortie de Washington DC pour la Floride, USA. Bonjour, avec une délégation de parlementaires du groupe ID, des parlementaires italiens, des parlementaires autrichiens, des parlementaires estoniens, nous sommes ici à Orlando pour la convention annuelle des conservateurs américains. Au lendemain de l'élection du président Biden, il est intéressant de voir comment le parti républicain va se réformer, se transformer pour rester ce parti populiste qu'il était devenu avec Donald Trump, un parti qui souhaitait mettre l'Amérique d'abord, un peu en écho à ce que Rassemblement National nous faisons avec Marine Le Pen, nous souhaitons mettre la France et les Français d'abord.